d'introduire cette discussion. Et effectivement, je vais pas faire une discussion centrée sur la conjoncture ultra immédiate de la crise politique, parce que sinon, ce sera périmé dans 30 minutes ou même au milieu de l'intro, parce que vous voyez que c'est en train de se discuter suspension partielle de la réforme des retraites pour un accord de non-censure, avec peut-être le PS qui est actuellement en bureau politique en même temps que nous ici. Donc c'est pas ça. On va essayer de prendre du recul sur la situation, à la fois de crise politique par en haut, qu'on est en train de tous et toutes voir, et à la fois de la colère par en bas, qui a même pu s'exprimer dans le mois de septembre et tout. Et tout le fil conducteur de mon introduction, c'est de réfléchir comment articuler les deux, comment en fait combiner colère par en bas et crise par en haut pour réussir à repasser à l'offensive et à sortir du cycle de défaite que les mouvements sociaux qu'on a connus ces dernières années, sur lesquels ils ont découlé. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet en partant d'un premier bilan d'étape, et je dis bien bilan d'étape parce que c'est du mouvement qui a commencé le 10 septembre, bilan d'étape parce que ce n'est pas nous qui annonçons la fin du mouvement, et tout le monde a vu que depuis le 2 octobre, il y a un reflux, il peut y avoir des rebonds, et en fait, ce n'est pas à nous de présager ça aujourd'hui, mais en tout cas, il faut déjà savoir lire ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer dans ce mouvement septembriste, comme l'appelle LFI, et on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le mouvement du 10, que ce soit déjà dans sa préparation, avant même de commencer, il a fait tomber Bayrou 2 jours avant, comme vous avez vu. Déjà, ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire ça dit quelque chose de la crise politique par en haut, c'est-à-dire tellement de fragilité par en haut que le spectre d'un mouvement pas trop contrôlé par les organisations classiques, syndicales, etc., qui, avant même d'avoir fait sa première journée, déjà, en fait, Bayrou se fait harakiri pour espérer faire une déviation à la colère, en espérant que la nomination d'un nouveau ministre, et vous avez vu qu'il n'a pas traîné pour nommer le Cornu, au contraire de l'autre fois où il avait traîné genre 3 semaines, parce que 3 semaines dans une situation où la colère par en bas, elle s'exprime, c'est catastrophique, parce que vous voyez que la combinaison toujours entre un mouvement par en bas, où en fait, quand tu te mobilises, tu peux commencer à prendre confiance dans tes forces, et une crise par en haut, où tu tergiverses, tu ne sais pas qui nommer, tu nommes un qui tombe après, etc., ça montre une faiblesse par en haut, et vous voyez que les deux peuvent se combiner. Donc toute la réflexion, c'est ça. Donc le mouvement du 10, la colère a commencé sur la question du budget, mais elle est vite allée au-delà, et on l'a vu en fait dans les interviews, dans les endroits où on est, etc., que ça va au-delà même de la question du budget. Il y avait quelque chose d'un peu plus politique, d'un peu plus général contre la politique macroniste, disons, dans son ensemble, et même contre les attaques à la démocratie, on pourrait dire, de Macron, qui ont eu lieu dernièrement. Donc il y avait une colère comme ça. Et en fait, la nomination de Le Cornu la veille du 10, bah, c'est ressorti beaucoup. Quand on allait interviewer, nous, on est dans différentes villes et tout ça, les gens, ça ressortait beaucoup. Il y a une colère en fait qui n'est pas que sur la question de soit des retraites, soit du budget. Il y avait une colère aussi sur ça. Donc ça, c'est une combinaison qui est très intéressante parce que c'est pas tout le temps le cas, qu'il y a une colère sur des revendications sociales et en même temps sur des revendications plus politiques, disons plus, plus politiques. Je vais la faire rapide après sur le mouvement parce que vous l'avez tous et toutes vécu. Il y avait la date du 18 septembre qui était appelée par l'intersyndicale dans l'optique de ne pas appeler au 10, d'esquiver un petit peu le 10, mais en même temps arriver comme une deuxième journée, et du coup le 18 a été plutôt réussi. Pour ceux qui connaissent que les dates de rentrée d'habitude, déjà c'est en octobre, c'est plutôt routinier et petit, et là il y avait quand même quelque chose, c'était plutôt réussi dans le pays et tout ça, cette date du 18. Le problème, c'est que de cette date du 18, l'intersyndicale qui avait appelé et qui avait la main, qu'est-ce qu'elle a fait de cette date-là? Elle a proposé un ultimatum, un temps de répit à Le Cornu pour se récupérer, pour espérer que Le Cornu fasse une politique de gauche. Donc après, il ne l'a pas fait. Ils ont appelé à la journée du 2 octobre, qui a été perçue très largement comme le retour des journées saute-mouton. En fait, les syndicalistes qui sont dans la salle connaissent, et je pense que la plupart ici n'apprécient pas, que la stratégie qu'on nous propose, qu'on nous impose même à chaque fois, c'est toujours des journées saute-mouton, des journées en fait de mobilisation décalées, de mobilisation et de grève décalées de 2 ou 3 semaines. Donc en fait, en 2023, il y en a beaucoup qui ont fait 14 jours de grève, mais 14 jours disséminés, étalés sur 2 mois et demi ou 3 mois. Donc ça, en fait, ne fait peur à personne et ne crée pas de dynamique, etc. Donc ça, c'est une discussion qui existe déjà au-delà de nous, au-delà de Révolution Permanente. Ce n'est pas nous qui avons inventé la critique des journées saute-mouton. Mais ce qu'on voudrait discuter aujourd'hui, c'est que ce qu'a fait l'intersyndicale, en fait, il y a quelque chose de presque plus grave que les journées saute-mouton, c'est d'esquiver la crise politique. Et c'est sur ça que je vais plus me centrer parce que c'est moins naturel, ça c'est moins présent, même dans les secteurs
syndicalistes les plus combatifs, parce qu'il existe différents syndicalistes en France. Il y a des syndicalistes qui, ça leur va très bien, les journées saute-mouton, les manifs plan-plan et la routine et le dialogue social et la négociation pacifique où tu ne gagnes rien. Et il y a des syndicalistes qui sont combatifs, qui ont envie de la reconductible, d'aller plus loin, etc. Mais même dans les secteurs plus combatifs, cette question, elle n'est pas encore très présente. La question de voir comment le syndicalisme et la lutte de classe peut intervenir dans la crise politique elle-même. Donc mon intro, elle va se centrer sur ça. Avant, donc le truc de esquiver la crise politique, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais les interventions de l'intersyndicale, c'est ultra clair sur le sujet. C'est-à-dire non seulement la CFDT, à la limite, ça ne nous étonnera pas, mais qui dit voilà, nous, on ne veut pas faire tomber Macron, etc. Mais Sophie Binet, dirigeante de la CGT, un des syndicats plus combatifs parmi les 8 confédérations, dit très clairement notre propos n'est pas de faire tomber Macron, et même il faudrait qu'il reste parce qu'il y a des questions géopolitiques à gérer, il y a une situation internationale compliquée. Et ça, c'est très important pour la suite de la discussion. Donc, donc la première chose, il me semble, en tout cas j'ai préparé l'intro comme ça, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi cette crise politique. Et en fait, ça va au-delà d'une simple crise politique. C'est-à-dire une simple crise politique, on en a déjà vécu. Par exemple, on va faire didactique, je vais vous faire deviner une crise politique. Qui c'est qui a dit je n'ai jamais eu de compte en Suisse? Cahuzac, 2013. Ça, c'était une crise politique. C'est-à-dire, je vais trop vite? Non, il fait le buzzer. Ah, ok. Cahuzac, 1 point pour Clément. Cahuzac 2013, c'était une crise politique, c'est-à-dire, j'ai pas de compte en Suisse, bon, tu avais un compte en Suisse, le mec était chargé de combattre l'évasion fiscale, tu vois, il a un compte en Suisse et puis il a monté tout un système, etc. Bon, crise politique, le gars doit partir, etc. Mais c'est pas encore crise de régime, c'est pas encore crise de la 5e République. Ça veut dire que Cahuzac peut servir de fusible et puis remplacé par un autre et puis ça continue. Aujourd'hui, on est en train de rentrer de plus en plus dans une crise de la 5e République. C'est quelque chose qui est très important qu'il faut essayer de comprendre. Je vais essayer de le décrire rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire cette crise de la 5e République? La 5e République, c'était quoi? C'était, donc c'est né de la Constitution de 1958, quand en fait la bourgeoisie française était emmerdée par la 4e République qui était plus parlementaire. Parce qu'en fait, tu dois faire des coalitions, etc. Il y a plus d'instabilité parlementaire dans un moment où l'impérialisme français, c'est-à-dire les capitalistes français qui doivent exister sur la scène internationale, coloniser l'Algérie, c'était le moment en 58, c'est au milieu de la révolution algérienne pour leur indépendance, etc. Bon, dans ce moment-là, toujours en fait les classes dominantes de différents pays, ils doivent pouvoir disciplinés en interne pour exister en externe. C'est-à-dire ils doivent avoir de la stabilité politique dans le pays, ou de la stabilité politique et sociale pour pouvoir exister dans la concurrence entre grandes puissances et entre pays. La 5e République, c'était dans un moment de crise sur lequel je ne reviens pas pour ne pas faire trop long, avec un sauveur suprême de la bourgeoisie qui était De Gaulle, et il y a en fait la 5e République qui est pensée comme une solution très présidentialiste, c'est-à-dire un énorme poids du président, du gouvernement, et qui permet que même s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, ou qu'il y a des crises à l'Assemblée, etc., il y a plein de mécanismes pour avoir un gouvernement fort, et par exemple en Europe, c'est la constitution la plus présidentialiste d'Europe, il me semble. Si vous connaissez, enfin si c'est pas vrai, vous me corrigez, mais donc ça a été pensé comme ça. Et ça, effectivement, a apporté une certaine stabilité politique dans les années et les années qui ont suivi à la bourgeoisie française, par différents mécanismes. Pareil, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, il faut avoir en tête que ça s'est traduit par ce qu'on a appelé le bipartisme, c'est-à-dire, en fait, en gros, la bourgeoisie française a dominé politiquement et s'est stabilisée politiquement par l'alternance entre deux grands partis, de centre-gauche et de centre-droit, qui représentaient des blocs électoraux dans le pays. C'est-à-dire, en fait, la classe dominante, elle dominait par ces partis-là, mais c'est des partis qui, en fait, existaient avec une certaine force électorale. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui votaient pour eux, y compris dans les classes populaires. Il y avait peut-être le PS et la gauche, vous le savez, parce que c'est plus évident, mais même les partis de centre-droit, par exemple Sarkozy, quand il dit travailler plus pour gagner plus, c'est des miettes qu'il lâche à même une partie des ouvriers qui sont plus de droite, c'est-à-dire en gros, travailler plus pour gagner plus, c'était une légère augmentation des heures supplémentaires. Mais ça a entraîné un certain électorat. Retenez qu'il y avait ce bipartisme qui plus ou moins allait bien, etc. et qui commence à rentrer en crise. Je prends un exemple, le Parti socialiste,
c'est une crise très longue. Pareil, on n'a pas le temps de faire toute cette histoire, mais vous voyez que depuis les années 80, c'est-à-dire en gros Mitterrand, il est au pouvoir, il fait une politique de droite alors que c'était un parti de gauche. Donc, il se retourne contre sa propre base, son propre électorat. S'en est suivi la gauche plurielle, donc de 97 à 2002, donc Jospin fait des privatisations, etc. etc. Ce qui a mis presque achevé le Parti socialiste, c'était le mandat de François Hollande, où en fait en 2016, tout le monde disait plus jamais PS, etc. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ce bipartisme, qui allait bien à la bourgeoisie pour dominer politiquement et tout, il est rentré en crise, et notamment il y a une accélération à partir de la crise de 2008, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison entre le politique et l'économique. Alors si dans l'économique, tu as une croissance à 0% et tu n'as pas de miettes à lâcher à aucun secteur de la population, à un moment donné, tes grands blocs de centre-gauche, centre-droit, l'électorat se réduit, il y a une crise. Et le plus jamais PS, il est la traduction de ça. Donc la solution que la bourgeoisie a essayé d'apporter, c'était le macronisme pendant un temps, c'est-à-dire quelque chose de totalement différent. Ça faisait des décennies qu'on ne faisait plus cette alternance et tout ça. Vas-y, on va faire un parti de centre qui est déjà plus réduit, qui est plus un bloc bourgeois. Certains intellectuels, ils ont appelé un bloc bourgeois, plus centré sur des classes aisées, etc. Et plus autoritaire. Et donc ce bloc macroniste qui déjà était plus minoritaire, vu toutes les politiques qu'il a fait et tout, a continué de s'effriter. Déjà, ce bloc macroniste, pour exister, pour gagner des élections, il a besoin de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il a besoin qu'au deuxième tour, il soit face à l'extrême droite et qu'en fait, il fasse le meilleur barrage à l'extrême droite, comme on voit aujourd'hui. Donc, vous voyez que tout ça sont des mécanismes qui rentrent en crise. Un autre mécanisme, et je m'arrête sur ça pour la Ve République, c'est que il y avait aussi une capacité, ce que les constitutionnalistes ils appellent le fait majoritaire, c'est-à-dire qu'en gros, ils arrivaient à créer des majorités à l'Assemblée. En gros, tu as les élections présidentielles, tu as la législative juste après, et en gros, il y avait une tendance à vouloir donner une majorité au président pour qu'il puisse gouverner. Donc, tu avais ça, et parfois, quand ce n'était pas comme ça, il y avait la Ve République a résolu ça par la cohabitation. En gros, il y avait Mitterrand de gauche, et c'était qui en 86 Chirac Pasqua Je ne sais pas, bon, je ne me rappelle plus, ça m'est sorti. Mais la cohabitation. Vous voyez qu'aujourd'hui, la crise, elle est ultra profonde parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, et ce n'est pas un hasard ou un truc un peu conjoncturel, c'est vraiment il y a en gros une tripolarisation, il y a 3 pôles, il y a 3 blocs électoraux qui n'ont pas trop on pourra faire plein d'hypothèses après, parce que par exemple, extrême droite et droite peuvent, à un moment donné, dans d'autres pays, ça s'est fait, se rapprocher, etc. Pour l'instant, c'est pas encore jusqu'au bout le cas. Bon, tout ça pour dire quoi? J'essaie de donner un paysage en allant vite de la crise de la Ve République, c'est-à-dire ce truc qui, depuis 58, apporte une stabilité à la bourgeoisie française, et c'est pas dans tous les pays pareil. La France, c'est un pays particulier où il y a beaucoup de luttes de classe. Il y a beaucoup de luttes de classe, de mouvements sociaux, etc. Donc cette stabilité politique, elle était importante. Elle a permis que même en 68, par exemple, mai 68, énorme grève générale, etc., il n'y a pas beaucoup de traduction politique. En fait, il y a une élection en 69 où De Gaulle il arrive à avoir une chambre ultra droitière. Il y a une espèce de séparation entre le social et le politique. C'est-à-dire, et ça, je vais revenir pas mal sur cette idée parce qu'elle est importante. C'est-à-dire, il peut y avoir des luttes, même des luttes combatives, mais à la fin, les grandes questions politiques, c'est-à-dire les grandes questions d'ensemble, comment se dirige le pays, qui a le pouvoir dans le pays, ça se traite plutôt dans les élections et dans les institutions de la Ve République. Bon, donc cette crise de la Ve République, aujourd'hui, elle est en crise elle est très forte, et elle est tellement forte, je vous donne un symptôme. Il est en train de se discuter aujourd'hui, même si on voit que ce n'est pas une suspension totale, etc. Vous avez vu que Borne, qui était celle qui a écrit la réforme, est en train de discuter que, bon, on pourrait peut-être faire un compromis en suspendant la réforme des retraites. Ce qu'elle n'a même pas dit quand on était 3 millions dans la rue en 2023, c'est pas que je veux opposer crise politique et grève. La ligne, c'est d'essayer de les combiner, justement. Mais vous voyez vous voyez la peur, c'est la même chose que la chute de Bayrou. La chute de Bayrou, le 8, il n'y avait même pas de mobilisation encore. Et c'est pas que le 10, il y a eu 10 millions de grévistes dans la rue non plus. Vous voyez qu'il y a la question de la force sociale par en bas, mais la crise par en haut, c'est dévastateur. Si on est en train de parler de la suspension, de la réforme des retraites, qui est la réforme mère, la seule réforme que le macronisme peut se vanter d'avoir fait une réforme structurelle, etc., auprès de la bourgeoisie, je pense. Oui. Donc c'est énorme. Dans ce contexte-là, toute personne un peu logique
qui est à la tête de confédération syndicale, en tout cas s'il voulait lutter, tu te sers de cette fragilité pour mettre le couteau dans la plaie, là où ça fait mal, déchaîner les enfers, comme il a dit Anas, il dit dernièrement dans les émissions, c'est le moment où tu peux gagner, sans avoir même, tu as le 2 octobre, c'est un reflux. Tu vois, il n'y a même pas de nouvelles dates qui sont appelées. Et il parle de suspension de la réforme des retraites. Mais vous imaginez si on est dans un mouvement ascendant qui est en train de se construire, etc. Dans ce moment-là, que font les directions syndicales? Ils disent, nous ne voulons pas faire tomber Macron. Donc c'est très fort quand on comprend l'ampleur de la crise politique. Et même l'intersyndicale, en fait, ce qu'elle propose, si vous savez comprendre un peu leur discours et lire entre les lignes, c'est de proposer de la stabilité en échange de miettes. C'est-à-dire non seulement elle se montre presque indifférente à la crise politique, au régime, genre c'est pas notre problème, nous c'est le budget. Alors qui que ce soit, c'est Hitler, il met le budget, nous on s'en fout, c'est le budget. Tu sais. Donc, non seulement comme ça, mais en plus dans les négociations, elle propose d'apporter une stabilité. C'est-à-dire en gros, elle dit les discussions, j'y étais pas parce que c'est en vase clos, mais je vous raconte comment ça se passe. T'inquiète, nous on rentre pas dans les revendications Macron démission, on ne donne pas du gaz à ça, on le laisse de côté, on dit très clairement c'est pas notre problème, etc. Nous, on reste sur les revendications, la retraite, etc. Et en échange, tu nous lâches un petit truc, comme ça, nous, on n'apparaît pas comme des impuissants, en fait. Auprès de notre base, on doit apparaître comme on sert à quelque chose. Donc vous voyez que la logique, elle est comme ça. Et ce qui est important pour nous, qui sommes des gens de terrain, qui militons dans nos structures, fac, boîtes, lycées, etc., c'est de voir le cadre de lutte qu'on est en train de nous imposer. On est en train de nous imposer, mais ça c'est depuis très longtemps, il faut penser comment on sort de ça, on est en train de nous imposer une séparation du syndical et du politique, on pourrait dire, ou du social et du politique. Ou en gros, voilà, ce que je disais un peu tout à l'heure, les luttes, c'est dans la rue, dans la grève, on peut avoir des revendications défensives, ou en tout cas c'est purement revendicatif, et par contre la politique, les grandes questions, et la plus grande des questions politiques, c'est qui a le pouvoir, c'est dans les urnes, c'est-à-dire tout seul dans ton isoloir, tu vas voter, et puis peut-être si tu n'es pas content, tu attends 5 ans, dans 5 ans tu vas revoter. Ou peut-être il y a des élections anticipées au mieux. C'est ton droit politique, il est celui-là au maximum. Et tu peux voter, après on marche sur ton vote en plus. C'est ça qu'on est en train de montrer dernièrement. Donc nous, ce qu'on veut penser, ce que je vais développer après, c'est comment on sort de cette séparation entre le syndical et le politique, et on fait en sorte que c'est nos luttes elles-mêmes qui ont une conséquence politique et qui ont des revendications politiques. Je fais une courte aparté sur la France insoumise. La France insoumise, au contraire de l'intersyndicale, elle se préoccupe de Macron démission. Elle dit par la destitution, l'article je ne sais plus combien, etc. Mais elle dit ça. Alors que l'intersyndicale, surtout, il ne faut pas dire Macron démission, etc. La France insoumise dit ça. Mais le problème, c'est qu'elle reproduit cette séparation dont j'étais en train de parler juste avant entre le social et le politique, parce qu'elle ne propose pas que c'est le mouvement social qui doit faire dégager Macron par sa force, par la force du mouvement, de la grève, etc. Mais il insiste, Mélenchon, si vous l'écoutez dernièrement, il insiste, et à chaque fois il dit « et je répète que ça passera par les institutions pacifiques, il n'y a qu'un seul moyen ». Et même il dit « dans la Ve République, il n'y a qu'un seul moyen de provoquer un moment refondateur, c'est l'élection présidentielle. » Ça veut dire que même pour ceux qui suivent beaucoup la France insoumise, ceux qui aimaient la Sixième République ou l'Assemblée constituante, vous voyez que c'est qu'une formule, une promesse de campagne, etc. C'est pas un programme de lutte. Dans le moment chaud, tu sais, dans ton programme, tu as la Sixième. Nous, après, je vais développer. Nous-mêmes, on défend autre chose que la Sixième République. Mais imagine, dans ton programme, tu as la Sixième République. Au moment où tu es le plus crise de régime, tu mets de côté de façon secondaire pour dire non, c'est élection présidentielle comme moment refondateur. Mais ça veut rien dire. Moment refondateur, l'élection présidentielle, c'est un moment refondateur de la Ve République. C'est-à-dire que c'est la clé. C'est comme ça que ça a été pensé. C'était pas en 58, mais en 62, c'est l'élection au suffrage universel du président avec beaucoup de pouvoir. C'est un moment refondateur de la Ve, dans un moment où la Ve est en crise. Donc, mais le problème que je veux discuter là, qui est un peu le fil conducteur, c'est ça. C'est que ça, encore une fois, ça sépare la politique dans les urnes et dans les institutions de la Ve République et le revendicatif dans la rue et dans les grèves. Nous, on pense que si la classe ouvrière, le mouvement social, il n'intervient pas dans la crise de régime, dans la crise de la Ve République, la bourgeoisie finira par trouver une solution. Pour l'instant, elle n'a que des mauvaises solutions. Vous les voyez, évidemment, nous, on kiffe, on prend du popcorn, on regarde BFM, on est là, c'est génial. Si tu le vois pleurer, la dissolution, il se gratte la tête. La dissolution, ça ne créera pas de nouvelle majorité. Bon, okay. La démission de Macron, parce que quand même, il faudrait qu'il parte, mais
si Macron ne va pas au bout de son mandat, ça abîme la fonction présidentielle. Tous les éditorialistes et les gens qui pensent un peu cette question, du point de vue de la bourgeoisie, c'est ça crée un précédent, ce qui veut dire que ça fragilise la figure présidentielle pour les décennies à venir. Ça veut dire que si, par la colère par en bas, etc., tu as fait partir un président, ça veut dire que maintenant, tous les prochains présidents, dès que ça va être chaud, dès qu'il va être bas en taux de popularité, tout le monde va se dire, bah, pars comme celui qui a fait avant. Donc, mais c'est un problème pour la Ve République, c'est dramatique, hein, ça n'est jamais arrivé. Pompidou est parti avant, mais parce qu'il est mort, donc bon, voilà, c'est obligé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, donc, ouais, ça donne des idées, bon. Je me suis perdu, tu vois, faire des blagues. Donc, ah oui, voilà, pardon. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est la bourgeoisie n'a que des mauvaises solutions, et donc elle est en train de s'en plaindre. Mais il est en train d'émerger quand même quelques idées de son point de vue. Et toujours, s'il y a une passivité par en bas, et si c'est pas en fait nous-mêmes qui arrivons à changer les choses, ils vont réussir à proposer une solution. Et la solution, elle sera vers plus d'autoritarisme. Parce que comme c'est très difficile de recréer une majorité, reconnecter avec ce que j'ai dit avant sur la crise économique, il n'y a pas de miettes à lâcher, donc à la fin, créer un très fort électorat ultra majoritaire dans le pays pour gouverner très tranquillement, c'est-à-dire créer une majorité pour gouverner, c'est pas possible. Du coup, la solution qu'ils vont apporter, c'est vers plus d'autoritarisme. Et on parle de bonapartisme, durcissement, autoritarisme, fascisation, etc. Je rentre pas dans, je fais pas de pronostic, mais c'est ça, et qui s'appuiera soit sur les institutions de la Ve République elle-même, parce qu'elle permet beaucoup. Tout à l'heure, avec Jérôme, on parlait de l'article 16, il y a encore des billes un peu dans la Ve, soit en amendant ou en modifiant un petit peu la Ve, et peut-être en s'appuyant sur l'extrême droite qui est en train de beaucoup monter. Donc vous voyez que nous, on n'a rien à gagner à rester passif et à ne pas apporter de solution à ça. Et on ne croit pas que c'est très pacifiquement et par les institutions, c'est-à-dire par le vote, la Ve République, la présidentielle, de là on va faire, je sais pas, une constituante, ou etc. Bon, après on rentrera si vous voulez dans les détails, mais c'est pas par les institutions de la Ve République elle-même et par les institutions qui ont été dessinées par la classe dominante pour s'assurer un pouvoir, dans un moment de crise où il y a une radicalisation du patronat, des puissants, etc., ils vont dire, bien joué, genre, vous avez gagné, bien joué, on vous laisse les clés du pays, pas de souci. Donc ça ne marche pas comme ça. On va devoir arracher par nos luttes non seulement des acquis sociaux, mais aussi une victoire sur le terrain politique de la crise de la Ve, du régime, etc. Donc maintenant, je vais aller vers les perspectives qu'on me propose, et je m'arrête là-dessus. J'ai dit tout à l'heure que l'intersyndical et les directions syndicales, nous, en fait, on donne beaucoup d'importance à ça, parce que, ouais, c'est mon fauteuil qui s'éteint tout ça. On donne beaucoup d'importance à ça parce qu'on pense que c'est un obstacle très important. Quand il y a des luttes, en fait, les directions syndicales, elles ont énormément d'influence dans le mouvement ouvrier, et c'est elles qui arrivent encore à imposer telle journée, telle autre, là tu bouges pas, etc. Donc déjà sur le plan d'action, j'ai dit que voilà, on ne veut pas les critiquer que sur le plan d'action, mais aussi sur les revendications et la logique politique. Mais nous, comme militants, il ne suffit pas de critiquer l'intersyndicale ou les directions syndicales. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut construire comme alternative, qu'est-ce qui peut émerger, qui apparaisse dans le pays comme une alternative pour beaucoup de gens qui n'attendent que ça, surtout dans les moments où ça bouge, etc. Qui va briser l'unanimisme qui existe en France. C'est pas partout pareil le paysage syndical. En France, par l'intersyndical, il est en train de s'imposer un unanimisme fou, où même les syndicats plus à gauche, c'est-à-dire même par exemple Solidaire, Sudrail, qui vous voulez, n'incarnent rien d'alternatif. Je veux dire, oui, ponctuellement, là, ce qui a été, c'est appeler au 10, genre Solidaire et CGT, appeler au 10, mais c'est tout. Mais après, personne n'ose beaucoup sortir et dire, bon, ce plan-là de l'intersyndicale, il est merdique, il faut se battre pour grève générale, etc., ou grève reconductible, ou en tout cas penser à un plan de bataille. C'est pas dans tous les pays pareil, et c'est pour ça que on s'est intéressé dernièrement à l'exemple italien. Du coup, on a la camarade Camille qui est là, qui était en Italie quand il y avait les réunions des dockers et tout ça qui a suivi, donc elle pourra nous en parler, c'est très intéressant. Moi, je fais très rapide, mais juste pour dire, en Italie,
Il y a les grandes confédérations, il y a 3 grandes confédérations qui sont immenses, beaucoup plus grandes que les françaises en termes d'adhérents et tout ça. Il y a aussi des syndicats plus radicaux qui, eux, ne sont pas dans cet unanimisme et tout ça. Et en fait, les dockers de Gênes, ils se sont servis d'une action bien faite, c'est-à-dire quand il y avait le départ de la flottille, où en fait ils ont dit, ils touchent, pendant 20 minutes, on n'a plus de nouvelles, on va déclencher la grève, etc. Nanana. Ils ont réuni d'autres secteurs qui étaient plus du syndicalisme combatif, etc. Et ils ont appelé à grève générale, ils ont été suivis, ça a ouvert une énorme crise dans la CGIL, qui est la plus grosse confédération italienne, qui lui a forcé la main, parce que la CGIL était en train d'esquiver au début ça, cette grève pour la Palestine et tout ça, ça lui a forcé la main pour l'obliger à appeler à une grève dans l'unité avec ses syndicats plus combatifs. Et donc ça, c'est un exemple il y a eu un rôle aussi de la jeunesse, du mouvement étudiant, etc. Je trouve que c'est très intéressant, et pour réfléchir pour les camarades jeunes qui sont dans cette salle, c'est intéressant de réfléchir aussi ça. En France, il y a toute une tradition de la jeunesse lycéenne et étudiante qui parfois arrive à influencer le mouvement ouvrier et le sortir de sa torpeur ou de son immobilisme. Et après, il arrive à radicaliser des secteurs plus combatifs, et ainsi de suite. Donc il faut avoir ces choses-là en tête pour, en gros, poser la question. Nous, dans le tract qu'on a fait, on disait, en France, qui sera les dockers de Gênes, qui jouera le rôle des dockers de Gênes, qui, en fait, va incarner quelque chose qui sort vraiment du truc ambiant. Je dis, tout à l'heure, je parlais de Solidaire. Solidaire va rencontrer le cornu, va signer les trucs, signe les communiqués où on te dit, il n'y a pas d'autres dates, tu sais, genre, continuons la mobilisation, on n'appelle pas à une date. Tu vois. Donc, à un moment donné, il faut voir qui, et c'est pas juste en termes d'appareil syndical, en termes de secteur aussi. Les dockers de Gênes, ils se sont servis d'une action bien faite, elle a eu de la popularité. C'est comme si les dockers de Fos-sur-Mer, vous vous rappelez les dockers de Fos-sur-Mer, ils ont dit on ne charge pas les armes pour Israël et tout ça, énorme écho dans le mouvement ouvrier, dans le pays, etc. Par contre, ils ne sont pas servis de cette action pour faire quelque chose. Ils n'ont pas fait de politique avec ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et pour le connecter un peu à la situation locale, bon, moi, je suis au Havre depuis 1 mois, donc je ne suis pas un grand connaisseur du Havre, mais je veux dire, on a suivi dernièrement le mouvement et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et il existe des secteurs qui sont alternatifs à ce que proposent les directions syndicales. Il y a 2 éléments qui sont importants. Enfin, l'élément le plus important, je vais en dire qu'un qui est dans le mouvement, c'était le 18 septembre, l'action de jonction qu'il y a eu, de ralliement du lycée François 1er, c'était le truc le plus alternatif aux manifs plan-plan, journée isolée, etc. Parce que ça exprimait quelque chose d'autre. Ça exprimait une volonté de convergence, de jonction, de faire ensemble, etc. Donc ça c'est une chose. Et il y a des secteurs ici qui sont des syndicalistes combatifs, qui refusent la stratégie de l'intersyndicale, de la confédération, etc. Donc ça, c'est un point d'appui qui est immense. Maintenant, imaginez, pour essayer d'aller plus loin, si nous, en fait, on l'a écrit dans des articles et tout ça, ce qui peut permettre de briser la force de l'intersyndicale, parce que l'intersyndicale, il ne suffit pas de l'interpeller et après, elle va recevoir un appel. Ouais, ok, bon, tu sais, Binet, c'est vrai, je n'avais pas pensé à la reconductible. Non, c'est une stratégie, c'est pensé, etc. C'est pour coller à la CFDT, c'est pour plein de choses. Nous, ce qu'on pense, c'est que si des secteurs combatifs commencent à se structurer et à s'organiser, ça veut dire pas seulement ça veut dire déjà des points de jonction comme il s'est passé, etc., mais aussi des assemblées qui se fusionnent les unes. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, je dis les secteurs que je connais et qui ont existé, je les ai listés pour ne pas les oublier. Imaginez qu'on ait réussi à construire des assemblées qui réunissent les assemblées Bloquons tout, Indignons-nous, des lycéens qui se réuniraient ensemble, les lycéens de François 1er et de Montivier, j'ai oublié, Jean Prévost, qui se réuniraient. Les grévistes de Siemens qui ont fait, je pense, 5 journées au moins de grève, ou au moins les 3 dates. Voilà, tout cumulé. Non, mais ça veut dire il y avait des secteurs quand même qui étaient mobilisés. C'est, je pense, une des boîtes les plus mobilisées, franchement, ces dernières semaines. Les Sidel qui se sont mobilisés à des moments. Imaginez les saveurs glaces qui étaient face à un PSE. Imaginez que si il y avait si on avait essayé et commencé à réussir à construire ça, c'est-à-dire à construire, nous on appelle ça des comités d'action, c'est-à-dire qui essayent d'auto-organiser la lutte, que la lutte elle appartienne au secteur qui lutte, c'est-à-dire elle appartient pas à Sophie Binet, Marie-Élise Léon, tu sais, qui ne luttent pas et perdent pas de salaire et prennent pas de risques, etc. Ça appartient à nous-mêmes sur le terrain. Et imaginez qu'on construit ça,
Mais ça, c'est un point de ralliement XXL, enfin, c'est énormissime, et c'est une alternative à l'espèce de fake assemblée qu'a organisée l'intersyndicale d'ici, à laquelle j'étais, qui était un truc juste pour dire qu'on a fait, mais qui déjà ne réunissait personne, était appelé volontairement à contretemps le 2 octobre, quand il y avait un mouvement de reflux, parce que comme ça, après, ça permet de dire, bah regardez, il n'y a pas trop de monde, donc bah, c'est que c'est les gens qui ne veulent pas se mobiliser, nous on a fait ce qu'on a pu. Donc, mais imaginez, mais moi, ça on savait déjà que ça allait être nul comme ça. Mais le problème, c'est que quelle alternative à ça il existait? Imaginez qu'il y a des gens sincères qui sont en mode, moi je voudrais plus, mais c'est pas moi tout seul, je vais me lancer, tu vois, il faut une alternative. Puis ça démoralise des nouvelles générations militantes aussi. Enfin, Ben oui, c'est clair, ça démoralise, et puis la démoralisation, c'est un terrain favorable à la montée de l'extrême droite, à beaucoup de choses. Donc la responsabilité qu'on a sur le terrain, elle est quand même importante. Donc ça, c'est la première chose, disons, la question de la structuration des secteurs les plus combatifs, qu'on appelle, nous, comité d'action. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et je vais finir là-dessus, c'est qu'il ne suffit pas de structurer, d'organiser les secteurs les plus combatifs, il faut leur donner une stratégie et un programme. Donc le programme, j'ai commencé à le discuter tout à l'heure, c'est de ne pas séparer les choses entre revendications sociales et la crise politique énorme qu'il y a dans le pays, et au contraire à essayer de unifier les revendications pour unifier les colères. Que ce soit, j'ai parlé de Macron démission, la crise politique, etc. La question de la Palestine, je l'ai mentionné dans l'Italie, on voit bien que la question de la Palestine peut être motrice, non seulement pour des secteurs de la jeunesse qui étaient vraiment les premiers à se mobiliser en Italie, etc., mais aussi dans le mouvement ouvrier, parce que les grèves étaient quand même très suivies, et je pense qu'il y a eu jusqu'à 2 millions de manifestants en Italie. Donc essayer d'unifier ces colères-là, et dans un moment de crise politique profonde, d'avoir des revendications sur cette question-là. Je vais prendre un petit temps sur ça et je m'arrête. Nous, ce qu'on propose, nous, la solution à la crise politique, comme militants révolutionnaires, la solution de long terme, celle qu'on défend vraiment plus de long terme, c'est qu'on pense que la classe qui est dominée, les masses ouvrières, populaires, etc., elles peuvent diriger elles-mêmes cette société. C'est-à-dire que dans des luttes qui vont loin, toujours, il y a des institutions qui naissent de ces luttes. Il y a des assemblées, des coordinations, des choses qui naissent de ces luttes. Et on pense que si ces luttes vont loin, elles peuvent commencer non seulement à diriger leur lutte, mais à commencer à diriger, à incarner une situation de double pouvoir dans le pays, et à commencer à vouloir diriger la société, dépendre de la société, etc. Ça, c'est notre et nous, on veut pousser cette perspective jusqu'au bout, et que en fait, ce soit la majorité qui détienne le pouvoir, ce qui consiste dans une révolution sociale et politique, etc. Bon, mais on sait que les révolutionnaires, on n'est pas majoritaire dans la société, et qu'encore aujourd'hui, sur la question de la crise politique, une majorité de gens croient encore dans la démocratie représentative. Ils croient encore dans la démocratie représentative, dans ce système, dans le suffrage universel, etc. Donc nous, ce qu'on propose comme revendication pour l'action, c'est d'aller au bout de cette logique-là et de revendiquer sur ce terrain-là ce que nous on appelle un programme démocratique radical, c'est-à-dire que, quitte à rester sur ce terrain-là, on peut revendiquer des choses qui aillent jusqu'au bout de cette démocratie radicale, et que ce soit un objectif de lutte. Et sur ça, ce que nous on pense, c'est qu'on peut se battre pour une assemblée unique, c'est-à-dire une assemblée qui soit pas mise sous tutelle de différents contre-pouvoirs qui existent aujourd'hui pour en fait contrôler l'Assemblée. C'est-à-dire aujourd'hui, il existe le 49.3, le président, le Sénat, le Conseil constitutionnel. Et nous, on pense que déjà, il faudrait se battre pour une Assemblée unique qui ne sépare pas les pouvoirs, la séparation des pouvoirs entre ceux qui légifèrent, ceux qui font les lois, et ceux qui gouvernent, ce qui permet que tu fais des lois et le gouvernement, ça ne lui plaît pas, il a plein d'armes d'outils pour annuler ces lois qui ont été légiférées. On pense qu'on peut se battre sur le terrain de ce que nous on appelle la démocratie radicale pour une assemblée unique qui soit constituée, donc qui n'ait rien comme tutelle au-dessus d'elle, donc suppression de la fonction présidentielle, suppression du Sénat, suppression du Conseil constitutionnel, et élection d'une assemblée unique qui soit constituée de délégués. Alors nous, ce qu'on est en train de proposer, c'est que ce soit des délégués qui soient élus pour 2 ans, au suffrage universel, révocables à tout moment, et payés à salaire d'ouvriers.
Ce qui a beaucoup de conséquences, en fait, parce que payer un salaire d'ouvrier, déjà, ça veut dire que tu n'as pas de privilège à être un politicien professionnel, etc. Donc ça pose déjà que cette assemblée unique, elle est plus contrôlée par ses électeurs, etc. Et la révocabilité va dans le même sens, c'est-à-dire une révocabilité à tout moment des gens pour qui on a voté. Donc ça, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça n'est pas le programme maximum que nous, comme révolutionnaires, on défend, mais c'est un programme qu'on est prêt à proposer à des militants sincères de la France insoumise, du syndicalisme combatif, de qui vous voulez, qui encore veut se battre sur le terrain de la démocratie. Nous, on pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faudrait aller et que ça pourrait avoir beaucoup de vitalité. J'explique une dernière fois pourquoi. Macron démission peut avoir énormément de force, mais si tu ne penses pas le coup d'après, c'est-à-dire imaginons qu'il y a une lutte énorme dans le pays, que par la grève générale et par des luttes énormes, on fait tomber Macron, mais qu'on n'a pas pensé le coup d'après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron démission, ben, énorme la lutte et tout ça, mais après on doit s'arrêter là parce que c'est une élection présidentielle et on retourne à de l'institutionnel. Donc c'est ça, donc ça veut dire que tu as fait tout ça pour une élection présidentielle anticipée dans laquelle la Ve République peut se récupérer, etc. Alors que, imaginez la situation où le mouvement par en bas a fait lui-même tomber un président de la République, c'est énorme. Et ce mouvement par en bas, il ne faut surtout pas s'arrêter là et pas mettre le rapport de force sur pause pour retourner chacun tout seul à l'isoloir et au bulletin de vote. Donc nous, vous voyez qu'on pense une espèce de dynamique, une espèce de continuité entre ces revendications-là et la lutte de classe. Donc je m'arrête là-dessus. Je dis juste deux choses après sur les... Comment ça peut... Révocable. Ah ouais? Si, j'ai dit irrévocable. Ah bon ouais. Désolé. Ah, il y en a qui aussi. C'est bien, ok, c'est resté dans la tête révocable. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Juste une chose, ça peut se traduire dans de la politique concrète. C'est-à-dire, nous, souvent, comme militants, on a envie d'appeler de faire des appels plus durement à la reconductive, à la grève générale, etc. Là, ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'il ne suffit pas d'appel, mais il faut aussi créer les conditions favorables à la grève générale. C'est-à-dire que ça veut dire aujourd'hui, il n'y a même pas une tradition dans le syndicalisme, et même dans le syndicalisme combatif, de beaucoup discuter politique avec ses collègues. C'est-à-dire une énorme crise de régime. À la fin, je sais pas, tu vois, si tu veux tourner par l'absurde, ça veut dire que tu peux aller jusqu'à la dictature sans que dans ta boîte, le syndicaliste de ta boîte, même combatif, il va discuter de ça. Et du coup, tu es dépossédé de ton droit à faire de la politique, sauf on te donne juste les élections. Donc nous, on pense qu'il faut essayer de changer ça, de casser cette séparation entre le syndical et le politique et discuter ces choses-là. Un exemple, lundi, nos camarades qui sont cheminots à Paris-Nord, donc vous connaissez Anas et Laura peut-être, qui ont fait en fait dans tout le mouvement des assemblées devant le parvis de la gare, qui ont réuni des lycéens, des travailleurs de la RATP, différents secteurs, de la santé, etc. Ils ont fait ces AG-là, les AG bloquant tout, ils ont essayé de faire ces AG-là, et là, même s'il y a un refus du mouvement, ils vont appeler à une assemblée générale pour discuter de la crise politique. C'est-à-dire que c'est une logique, si vous voyez, qui n'est pas directement ultra-lutiste, c'est de discuter les consciences et de préparer déjà à discuter quelles solutions nous on veut, parce que si tu ne sais pas déjà ce pourquoi tu veux te battre, bah, tu as moins d'enjeux, tu as moins d'envie de te battre, parce que tu ne sais pas pourquoi tu te bats, comment tu vas te battre, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être reproduit. Enfin, moi, j'imagine tout à fait que des camarades de Simès, de Sidel, des lycées, je ne sais pas, puissent organiser, sans que ce soit forcément pour faire directement un appel à la grève en suivant ou quoi, mais des discussions, des assemblées. Moi, je ne connais pas précisément, donc c'est à vous de... Moi, dans mon usine, on pouvait, sur des temps de pause, faire ou essayer des choses comme ça. Mais ça, On en parle déjà. voilà, donc c'est ça, il faut donner un débouché, n'avoir pas peur d'intervenir sur ces questions-là, à notre avis. Voilà, et après, évidemment, nous, on est une organisation, c'est-à-dire nous, on essaie de construire un parti révolutionnaire qui donne de la force à ses idées, c'est-à-dire qu'il y a des militants implantés dans différents endroits qui diffusent des tracts, qui collent des affiches, qui fassent connaître nos idées. Et donc ça, on a besoin de militants, d'appui, de cotisation, de tout ça pour donner de la force. C'est-à-dire nous, on ne veut pas des idées en l'air, mais il faut que ces idées se transforment dans une force matérielle qui a une influence sur le terrain. Sinon, on est un club de discussion et ce n'est pas ça qu'on veut construire. Donc, donc ça peut se traduire après, je ne sais pas, il faudra voir, mais on peut faire des boucles larges, parce que bon, il y a les militants de RP, et après il y a tous ceux qui sympathisent avec nos idées, qui pourraient être sur des boucles avec nous. On peut reproduire ce genre de discussion peut-être une fois par mois, ou j'en sais rien combien. Et aussi, on invite, je pense qu'on a fait tourner des feuilles de contact, ou je ne sais pas, mais on invite tous ceux qui veulent garder contact pour X ou Y raison, avoir des infos ou plus, ou pour discuter,
de le faire. Et voilà, je m'arrête là. Je peux les faire tourner peut-être dans la salle, ou je sais pas, comme vous voulez. J'ai fait long ou Je sais pas. 19h? 19h09. Ça va. J'ai pas fait 1 heure. T'as vu que Si c'est validé par Ludo, c'est que c'est je fais bon. 45 minutes, je crois.